Tout d'abord, je vous remercie d'être venus nombreux écouter peut-être ce que l'Antiquité et ceux que par commodité j'appellerais les anciens peuvent nous apporter dans une réflexion sur le progrès. Cette question, le Haut Empire romain, une période de progrès, peut à première vue apparaître un petit peu paradoxale. En effet, on a longtemps considéré que l'Antiquité avait ignoré la notion de progrès. Elle avait ignoré la notion de progrès parce qu'elle avait globalement une conception cyclique du temps qui plaçait le bien-être primordial de l'homme en amont de toute civilisation. C'est ainsi le mythe de l'âge d'or qui était développé dès le 8e siècle avant Jésus-Christ par le poète Hésiode, qui considérait qu'au début des temps, les hommes et les dieux étaient nés ensemble et qu'ils étaient heureux, vivaient sans souci, sans peine, sans travail, etc. Et que dans ce contexte, toutes les innovations ne pouvaient entraîner que des dégradations. Or, le mot progrès vient du latin, progredi, et signifie littéralement marcher en avant. Or, comment marcher en avant et vers quoi marcher si l'idéal se trouve derrière soi? Cette contradiction apparente entre un questionnement contemporain et les mentalités, disons, de fond de l'Antiquité m'a d'abord conduite à réfléchir sur la façon dont les anciens avaient pu percevoir quand même cette notion, avant d'examiner en quoi cette période du Haut Empire, que je définirai un petit peu plus loin, a pu leur apparaître comme une sorte d'achèvement, une sorte d'âge d'or renouvelé. Ainsi, peut-être je vous donnerai à réfléchir, je nous donnerai à réfléchir à nous, Européens du XXIe siècle, sur un ordonnancement des priorités différent de ce que peut-être nous avons l'habitude de concevoir. Depuis Condorcet, puis avec le matérialisme, nous pensons habituellement que c'est par le progrès des sciences et des techniques que devait venir le progrès social. Alors, le mot progrès, comme je vous l'ai dit, vient du latin, signifie marcher en avant, et il s'est étendu ensuite à l'idée de se développer, de s'étendre. Dans la conception actuelle que nous en avons, de transformation graduelle vers le mieux, il n'est apparu que tard, à la fin du XVIe siècle, avec Montaigne. Mais si à partir de là, on peut donc admettre la définition de progrès comme ce qui permet l'évolution de l'humanité vers un terme idéal, ce qui suppose l'idée donc d'une marche en avant et donc d'un temps linéaire, force est de constater que dans l'Antiquité, ce n'était pas forcément une notion évidente. D'abord, comme je vous l'ai dit, parce que en toile de fond, il y avait cette idée de temps cyclique, ce mythe de l'âge d'or, dans le cadre duquel le changement était toujours connoté de façon assez négative. Toutefois, au Ve siècle, au moment de l'épanouissement, notamment d'Athènes, la Grèce n'a pas ignoré l'idée de progrès. On le trouve chez certains auteurs, comme l'historien Thucydide, et chez des tragiques comme Sophocle. Pour les anciens Grecs, le progrès était fils de la nécessité pour l'homme de survivre, et il venait donc de l'intelligence ou bien des dieux. On dit que c'est Prométhée qui avait donné à l'homme le feu. C'est par la nécessité, c'est du fait de la nécessité que l'homme a développé des inventions, les chaussures, les habits, les maisons, qui lui ont permis de passer de la barbarie à la civilisation en se regroupant dans cette forme d'organisation politique que l'on appelle la cité-État. Mais pour les Grecs du Ve siècle, le progrès est avant tout technique. Thucydide, l'historien, insiste beaucoup sur les progrès de la navigation qui permettent à Athènes de s'étendre, sur les progrès de la médecine, de l'art de la guerre, par exemple. Cependant, dès le Ve siècle, apparaît aussi la notion que toute invention, tout progrès n'est pas forcément bon en soi. Et à cette époque, il existe une tension constante entre invention et progrès technologique et décadence morale.
Chez Sophocle, par exemple, dans Antigone, on trouve cette citation. « Mais ainsi, maître d'un savoir dont les ingénieuses ressources dépassaient toute espérance, l'homme peut prendre ensuite la route du mal comme du bien. » Chez l'historien Thucydide, on constate que la pensée est un peu similaire. Il développe l'idée que la nature humaine étant ce qu'elle est, l'histoire ne serait qu'une répétition de désordres ponctués par des périodes plus calmes. Tout cela allant évidemment à l'encontre d'une idée de progrès général de l'humanité telle qu'on peut la concevoir. Au IVe siècle, suite à la chute d'Athènes, se produit une rupture assez nette. Toutes les écoles philosophiques sont hostiles au progrès et le thème du passé idéalisé, muet en âge d'or, revient en force. Pour Platon, tout ce qui dépasse la nécessité initiale se retourne contre celui qui s'y laisse entraîner. Tous ces philosophes insistent sur l'ambivalence des inventions et ils annoncent la pensée du latin Lucrèce, au début du 1er siècle avant notre ère, qui, décrivant la misère originelle de l'homme, se plaît à montrer que les inventions du progrès ont souvent eu pour effet une autre forme de misère. L'idée de progrès paraît cependant plus présente dans le monde latin. On a pu insister sur le fait que dans leurs écrits, les auteurs de la République romaine employaient souvent des termes comme progredi, aller de l'avant, profigere, avancer, pousser, croître. Certains auteurs ont même avancé que le sens du progrès était une caractéristique essentielle de l'intuition latine de l'histoire. Mais ce que l'on constate, c'est que chez les Romains, la notion de transformation graduelle vers le mieux, a glissé du domaine des inventions, de la technique, vers le domaine de l'État et de la civilisation. Chez les Romains de la République, la notion est concentrée sur la perfection sans équivalent de leur constitution, de la constitution romaine, et également sur le souci qu'a Rome d'assurer la succession de la Grèce à la tête de l'humanité dans son progrès de civilisation. Cicéron, au milieu du 1er siècle, pour sa part, a développé des théories assez originales. Il croit au progrès parallèle de l'État romain, ce qu'il appelle la res publica progrediens, la progression de la République. Ce progrès de l'État romain devrait se faire, selon lui, sous la protection d'un princeps, d'un premier des citoyens, dans lequel d'ailleurs il se voyait assez bien lui-même, et moyennant la collaboration, ce qu'il appelle la concordia ordinum, la concorde des œuvres, c'est-à-dire la collaboration des gens de bien. Il croyait donc au progrès parallèle de l'État romain, des arts, et en particulier de l'éloquence, et de la personne humaine, considérée comme toujours en devenir sous les effets de la nature et de la sagesse. Finalement, dans cette émergence de nouvelles idées sous la République, c'est le poète Virgile, en 40 avant Jésus-Christ, en pleine guerre civile, qui chante dans sa 4e églode la venue d'un nouvel âge d'or qui se situe cette fois devant. Il annonce dans ce poème la naissance d'un enfant divin qui verra, quand il sera devenu homme, l'âge d'or refleurir sur la terre. Ce n'est pas un hasard si le thème donc, de l'avènement d'un nouvel âge d'or qui se situe devant, donc qui s'inscrit dans une perspective de marche en avant, a été récupéré très peu de temps après par un personnage, Octavien, qui a fondé une nouvelle organisation politique, qui a fondé un régime que l'on appelle le Principat et qui est devenu le premier empereur Auguste. Auguste, lors des Jeux séculaires qu'il célèbre en 17 avant Jésus-Christ, célèbre en fait l'avènement d'un nouvel âge d'or dans l'hôtel de la paix Auguste qu'il a fait édifier qu'il a consacré en 9 avant Jésus-Christ, nous livre le contenu. Ce progrès est fait de l'harmonie et de la réconciliation des citoyens après une période de guerre civile, qui est représentée donc par la procession
de toute la société qui va sacrifier au dieu de la cité, dans une attitude donc de calme, hein, de paix. Ce progrès est signifié, donc ce progrès, il consiste en la réconciliation, en l'harmonie de la cité, en retour de la paix par la fin des guerres, retour de la paix qui apporte la prospérité, symbolisée ici par la figure de Rome, donc sous cette figure féminine, qui allaite deux nourrissons, au pied de laquelle pèse paisiblement un mouton et une vache, et symbole donc de l'abondance, de la paix et de la prospérité. Or, Auguste, dans la tradition historique, a inauguré, en fondant ce nouveau régime, une nouvelle période de l'histoire de Rome que l'on appelle le Haut Empire. Alors, le Haut Empire, donc vous voyez, c'est une période qui s'étend sur environ 2 siècles et demi, qui démarre avec la victoire d'Octavien lors des guerres civiles sur son rival Marc-Antoine en 31 avant Jésus-Christ, et qui s'est achevée, grosso modo, vers le milieu du IIIe siècle, vers 250, à un moment où, pour différentes raisons, l'Empire romain traverse une grave crise. Cette période a été considérée longtemps par les historiens comme une période d'apogée de l'Empire. Elle a d'ailleurs été, dans le souvenir des hommes par la suite, une période qu'il fallait essayer de reconstruire. Hein, l'Empire de Charlemagne s'est bâti en résonance avec la gloire de l'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique aussi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce que cette période est apparue aussi, et en quoi a-t-elle pu apparaître aussi aux contemporains, assez contemporains, comme une période d'avancée, de marche en avant, malgré les critiques et les zones d'ombre que certains historiens, par exemple, de l'époque, comme Tacite, n'ont pas manqué de souligner. Pour répondre à cette question, nous avons la chance de posséder un document fort intéressant. Ce document était rédigé au milieu du IIe siècle, en 144 après Jésus-Christ, par un jeune rhéteur grec du nom d'Aelius Aristide. Il a rédigé donc un document qu'il a appelé l'Éloge de Rome. Ce texte présente pour nous plusieurs intérêts. Le principal intérêt, c'est qu'il nous donne sur Rome, sur son empire, au milieu du IIe siècle, le point de vue d'un grec, donc d'un provincial qui a été soumis à la loi romaine et dont la terre a été conquise par Rome pendant la République. L'autre intérêt, c'est que la description qu'il nous donne trouve de très nombreux échos chez les contemporains du 1er et du 2e siècle, aussi bien dans les textes littéraires, chez Tacite, chez Pline le Jeune, que dans les inscriptions, les monuments et les monnaies. Il nous offre ainsi une vision synthétique et approfondie sur des thèmes qui avaient cours à l'époque, et il nous donne des clés pour comprendre en quoi ses contemporains ont pu considérer que l'Empire avait constitué dans l'histoire un progrès. Dans sa réflexion, 5 thèmes ressortent principalement. Pour lui, l'Empire est un progrès, d'abord parce qu'il a réussi à dominer l'ensemble du monde habité. Il nous dit, mais cela aujourd'hui s'est imposé comme vrai. Il y a égalité entre la course du soleil et vos possessions, et le soleil effectue son parcours à travers votre territoire. Il y a progrès parce que l'Empire a réussi à dominer le monde habité, et d'ailleurs c'est une affirmation constante du pouvoir impérial. Auguste, le premier empereur, dans ses Res Gestae, nous dit « J'ai soumis l'univers à l'empire du peuple romain ». Antonin le Pieux, au milieu du IIe siècle, nous dit « Je suis vraiment le maître du monde ». Cette affirmation peut se comprendre selon les conceptions géographiques de l'époque, puisqu'à l'époque, on considérait que le monde était une grande île continentale formée de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et entourée d'eau. Et le fait que l'Empire romain s'étendait sur 3 continents, qu'il représentait environ la moitié du monde connu, justifiait en partie cette affirmation. Ce qui justifiait aussi cette affirmation, c'est la conception de l'histoire
qu'avaient les anciens. Les anciens pensaient que, en gros, devaient se succéder à la tête du monde qu'ils connaissaient différents empires. 5 empires avaient été reconnus comme ayant occupé successivement le devant de la scène. Les Assyriens, les Mèdes, les Macédoniens avec Alexandre. Et dans cette série, l'Empire romain est présenté comme la dernière étape et comme une étape décisive dans ce processus. Il apparaît comme le couronnement de la série. Et Aristide a l'impression de vivre une sorte d'achèvement. Il le dit d'ailleurs dans un autre discours. Il dit qu'il avait la conviction de vivre l'époque la meilleure et la plus accomplie qu'il ait jamais existé. Alors cet empire, de fait, il était immense. Il s'étendait d'environ sur 4000 kilomètres de la Bretagne à l'Égypte et 5000 de l'Atlantique jusqu'à la Syrie. Et il dominait une population importante pour l'époque. On estime à 45 millions environ le nombre d'habitants au début du règne d'Auguste, donc au tournant de notre ère, et 60 millions vers 160. Si l'Empire est un progrès, donc c'est parce qu'il a réussi là où les autres avaient échoué, il a réussi à établir cette domination universelle sur le monde habité. Mais si c'est un progrès, c'est aussi parce que l'Empire a réussi à établir la paix sur cet espace immense. Il a établi une paix qui a duré 250 ans, ce qui est tout à fait exceptionnel et même qui n'a jamais été égalé à n'importe quelle époque de l'histoire humaine. Et de cela, les contemporains avaient bien conscience. Aristide nous dit « Les guerres, on ne croit plus qu'elles aient jamais eu lieu, et la plupart des gens en entendent parler comme si c'était de vains mythes. » De fait, Auguste et ses successeurs ont établi une paix durable, et les campagnes militaires qu'ils menaient avaient toujours lieu uniquement dans les confins. Il s'agissait souvent de protéger des zones encore pas tout à fait bien pacifiées. Cette paix, elle a été protégée pendant plus de 2 siècles par une ligne de défense établie en périphérie de l'Empire, donc sur les frontières, qui s'est plus ou moins constituée en ligne de défense continue au fur et à mesure du temps, mais pas partout. Et cette paix, elle a été aussi protégée par une armée qui, bien qu'à l'écart et séparée du reste de la population, n'était pas défavorisée et n'était pas en peine. Et c'était aussi une armée nationale. Et effectivement, les empereurs ont porté tous leurs soins à entretenir une armée de qualité, recrutée essentiellement chez les citoyens romains qui formaient l'essentiel de la légion et complétée par des pérégrins, c'est-à-dire des sujets qui n'avaient pas la citoyenneté romaine, qui formaient des corps auxiliaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette armée bénéficiait de conditions matérielles tout à fait soignées, puisque les légionnaires recevaient une solde et une prime de démobilisation. Et les auxiliaires, quant à eux, on le verra tout à l'heure, s'ils avaient bien servi, bénéficiaient à la fin de leur service de l'octroi de la citoyenneté romaine. Cette première caractéristique, donc cette première réussite selon Aristide de l'Empire, une domination et une paix universelle, s'explique pour Aristide par différents facteurs que l'on peut considérer comme autant de progrès partiels et parmi lesquels il place au centre l'invention de la science du gouvernement. Les Romains, selon Aristide, ont réussi parce qu'ils ont inventé la science du gouvernement. Non, je veux montrer, par un développement qu'il fait sur les Grecs, qu'avant vous, la science du gouvernement n'existait pas encore. Elle est votre invention, elle aussi, et vous l'avez introduite avec le reste. Mais cet art qui a échappé à tous vos prédécesseurs sans exception, peut-on dire, il a été réservé à vous seul de l'inventer et de le porter à son achèvement. Et cela n'a rien d'étonnant. En tout domaine, les arts font leur apparition sur la base des matériaux existants. Cette science du gouvernement, elle comporte 2 volets. D'une part, l'exercice du gouvernement lui-même, et ensuite, l'attitude vis-à-vis des peuples soumis, qui lui apparaît comme tout à fait fondamentale.
Ce qui explique la solidité du gouvernement, d'abord, c'est l'excellence de la constitution de l'Empire. À l'intérieur de votre cité, vous avez instauré un régime sans équivalent dans le reste de l'humanité. Les anciens considéraient de façon générale qu'il existait 3 types de régimes avec des déviances. Ces 3 types de régimes étaient la monarchie, qui pouvait dévier en tyrannie, l'aristocratie, le gouvernement des meilleurs, qui pouvait dévier en oligarchie, l'accaparement par quelques-uns, et la démocratie, donc le gouvernement par le peuple, qu'elle soit bien ou mal menée. L'originalité des Romains, selon lui, c'est qu'ils ont établi comme un mélange de tous les régimes, sans la forme mauvaise de chacun, et c'est précisément pour cela que l'Empire a pu s'imposer. Alors, en regardant la force du peuple, on pensera que c'est une démocratie à laquelle rien ne manque si ce n'est les errements populaires. L'empereur est en effet comme un mandataire de la collectivité. Ce n'est pas un roi au sens où on l'entend dans le cadre des monarchies d'ancien régime. L'empereur est investi de son pouvoir régulièrement. Et il est investi notamment par le peuple qui vote une loi. On en a au moins un exemple pour investir l'empereur de ses pouvoirs. L'empereur, par ailleurs, dispose d'un pouvoir qui s'appelle la puissance tribunicienne, qui est un pouvoir de protection du peuple, qui en fait le protecteur du peuple et qui fait que, comme Aristide le dit un peu plus loin, le peuple obtient facilement ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est avant tout de quoi se sustenter, de quoi passer de bons moments. Et tout cela, l'empereur peut le lui procurer. Il a organisé un système de distribution de grains avec le service de la nonne. Et puis, grâce à sa grande fortune, il a fait construire des édifices de spectacle qui permettaient d'assurer aussi, et puis des thermes qui permettaient aussi d'assurer le bien-être à cette population. Parfois, d'ailleurs, l'attitude de l'empereur pourrait nous paraître à côté du progrès. On nous raconte, par exemple, que Vespasien, lorsqu'il a fait construire ce grand amphithéâtre qui s'appelle le Colisée, avait reçu des ingénieurs qui lui avaient dit qu'il pouvait construire cet amphithéâtre beaucoup plus vite en utilisant certaines machines. Mais Vespasien a dit non, la construction doit donner du travail au peuple parce qu'un peuple oisif, c'est pas bon pour le pouvoir. Bon, ça peut être médité. Dans ce régime, il y a une part aristocratique qui réside dans le Sénat. Le Sénat a perdu, bien sûr, du pouvoir avec l'installation de l'empereur, mais il continue à détenir un certain nombre de fonctions. Il délibère, il élit les magistrats, il a un rôle de cour de justice, et surtout les sénateurs gouvernent les provinces, fournissent les cadres, les hauts cadres de l'administration impériale. Et puis, quand on regarde évidemment l'homme qui veille et préside à tout cela, eh bien, c'est-à-dire l'empereur, eh bien, on voit exactement le détenteur de la monarchie la plus achevée, puisque l'empereur possède le pouvoir de commandement militaire, l'imperium, et il a également une stature, un prestige extraordinaire. Donc, ce régime est un régime dominé par la stature de l'empereur, mais qui reste une espèce de syncrétisme entre le système républicain et le pouvoir d'un homme à la tête d'un clan. Et ce croisement subtil explique 2 choses. L'autorité de l'empereur, certes, qu'Aristide souligne, mais explique aussi ce qu'un historien qui s'appelle Paul Veyne a pu dire, c'est-à-dire qu'un empereur ne sera jamais comme nos rois, le tranquille propriétaire de son pouvoir, assuré de rester sur le trône et en vie. Sous tout le Haut Empire, cette notion de compromis entre un homme et les compétences, notamment des sénateurs, est restée suffisamment forte pour que les empereurs qui aient pu être attirés par des dérives tyranniques ou monarchiques plus nettes aient été assassinés. Ça a été le cas de Caligula, de Néron, de Domitien, de Commode, et pour que, par la suite, le Sénat ait voté
ce qu'on appelle la damnatio memoriae, c'est-à-dire la privation de mémoire, et que toutes les inscriptions qu'il est mentionnées aient été martelées pour qu'on en oublie jusqu'au nom. Autre élément de cette excellence du gouvernement, c'est l'efficacité de l'administration. Cette administration, elle s'étoffe, elle est assurée à la fois donc, par le Sénat, qui dispose donc d'un certain nombre de compétences, et notamment qui est le pourvoyeur des gouverneurs de province. Et puis se développe à côté toute une administration autour du personnage de l'empereur, avec notamment le développement de ses bureaux centraux et puis de certains services, comme le service d'approvisionnement de Rome, l'Annone. Sur le plan du territoire, cette administration est organisée dans le cadre donc, de circonscriptions qu'on appelle les provinces, donc, que vous voyez représentées ici. Certaines sont gérées par le Sénat, qui envoie ses propres gouverneurs, d'autres sont dans les dépendances de l'empereur, mais tout ce personnel, de toute façon, est le même, ce sont tous des sénateurs. Cette excellence, elle est assurée par le fait que Auguste et ses successeurs ont eu aussi le souci de remédier aux abus qui s'étaient produits sous la République, où les gouverneurs se servaient souvent de leurs fonctions pour se remplir les poches, pour parler assez clairement. Avec l'Empire, on assiste à l'élaboration d'une autre notion du gouvernement, sous l'influence d'un personnage qui s'appelle Mécène. Mécène conseille à Auguste de gérer son empire comme un bon père de famille. Et cela a induit des changements. Désormais, les gouverneurs sont des fonctionnaires, ils perçoivent un salaire, ce qui évite qu'ils soient trop tentés, même si ça arrivait, d'extorquer des fonds aux provinciaux. Ils restent en place peu de temps, ce qui évite qu'ils se taillent trop de sorte de clientèle. Ils sont assistés dans leur travail par des procurateurs qui supervisent notamment la levée des impôts et qui sont eux aussi des fonctionnaires. Ces gouverneurs, ils ont plusieurs fonctions, notamment de veiller au maintien de la paix, de l'ordre, de rendre surtout la justice, et puis de régler les problèmes qui se posent, des conflits entre cités. Et ces gouverneurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que d'autres sources, comme la correspondance de Pline le Jeune avec l'empereur Trajan, nous les montrent très soucieux d'une bonne coopération. Pline, quand il a un problème, envoie une lettre à Trajan et lui demande « Bon là, je ne sais pas ce qu'il faut faire ». Et Trajan répond. Il répond par un rescrit. Et ces rescrits, ces réponses à des requêtes ont constitué la base d'une jurisprudence qui a été essentielle donc, dans ce gouvernement de l'Empire. Ces pratiques ont institué un mode de gouvernement efficace, si bien que Aristide nous dit « Il est facile à l'empereur de diriger le monde entier sans se déplacer, au moyen de lettres qui arrivent presque aussitôt écrites comme portées sur des ailes. » Un autre aspect important de cette excellence du gouvernement que Aristide développe, c'est le développement du droit et des instances judiciaires. Dans l'Empire romain, nous dit-il, au contraire de la démocratie athénienne, sous-entendu, on n'est pas forcé de se satisfaire de l'arrêt si on a subi une condamnation imméritée, ni même de sa défaite si l'on a été débouté alors que l'on intentait des poursuites. Il reste un autre juge, un grand, à qui rien n'échappe, jamais en fait de justice. Devant son tribunal règne une profonde et belle égalité du petit avec le grand, de l'obscur avec l'illustre, du pauvre avec le riche et le noble. Alors, ça peut paraître bien idéal, mais il est un fait que pendant cette période, plusieurs niveaux de juridiction se sont développés. Un niveau local, au niveau des cités, qui constituent les échelons de base sur lesquels je reviendrai, où le Sénat local, les magistrats, des juges pouvaient statuer sur des affaires qui pouvaient aller jusqu'à 1000 sesterces maximum d'amende. Au-dessus se trouvait le gouverneur, auquel tout provincial pouvait s'adresser, notamment lors des assises qu'il tenait en général pendant l'été,
le gouverneur prenait ses bagages et allait faire la tournée des villes principales de sa province pour régler justement les problèmes et rendre la justice. Mais au-dessus, il y avait l'empereur. L'empereur qui, du fait de sa puissance tribunicienne, était à même donc de recevoir des requêtes. Il pouvait en renvoyer certaines devant le jugement du Sénat, notamment des plaintes déposées par des communautés contre des mauvais gouverneurs qui abusaient de leur position. Mais il pouvait aussi juger lui-même donc des citoyens qui faisaient appel à lui dans différentes circonstances. C'est le cas de l'apôtre Paul, qui préfère ne pas être jugé par les Juifs et qui demande, puisqu'il est citoyen romain, d'en appeler à l'empereur, par exemple. C'est le cas aussi d'une petite communauté de paysans qui travaillaient sur des domaines impériaux en Afrique du Nord, à Souk el-Kémis, dont le statut était assez favorable et qui devaient de temps en temps des jours de corvée, 6 jours de corvée par an. Et puis le régisseur du domaine veut leur en imposer plus, il se met de mèche avec le procurateur, mais ces paysans ne se laissent pas faire. Ils envoient une première requête au proconsul qui essaye d'étouffer l'affaire, et puis finalement, ils envoient une requête à l'empereur Commode qui leur donne raison, et ils font afficher au centre du domaine le rescrit de Commode qui leur a donné raison et qui a déplacé le procurateur. Donc il y avait sans doute donc cette possibilité de recours à l'empereur constitue pour Aristide une garantie de protection, même si dans la pratique tout ne s'est pas forcément fini aussi bien. Un autre aspect, donc, excellence du gouvernement, c'est ce qui fonde, selon Aristide, l'idée que l'Empire est un progrès, mais ce qui fonde aussi cette idée, c'est la maîtrise de l'espace. Je vais passer plus rapidement. Donc, tout ce gouvernement n'aurait pu se faire donc, sans des infrastructures qui permettaient de maîtriser cet espace. Bon, ces infrastructures, ce sont des routes maritimes qui se sont développées. C'est plusieurs centaines de milliers de routes terrestres qui ont été construites à travers tout l'Empire, qui permettaient d'assurer des liaisons rapides, notamment des armées. C'est aussi le développement des recensements qui permettaient une bonne connaissance des ressources humaines et économiques. Et tout cela donc, a permis une bonne maîtrise de cet espace ainsi gouverné. Ce sur quoi insiste aussi largement Aristide, c'est que l'Empire a été un progrès dans son gouvernement du fait de son attitude novatrice vis-à-vis des peuples conquis. Il souligne d'abord que, contrairement à d'autres empires, les Romains ont toujours gouverné des hommes libres. Ils n'ont pas réduit les populations qu'ils ont conquises globalement en esclavage, ils ont gouverné des hommes libres. Mais surtout, ce qu'il souligne, c'est que les Romains ont eu une attitude tout à fait nouvelle en diffusant leur citoyenneté, en octroyant leur citoyenneté aux populations conquises. Il nous dit ceci: « Voici ce qui, dans votre régime politique, mérite tout particulièrement l'attention et l'admiration. C'est le caractère grandiose de votre conception qui n'a absolument aucun équivalent. La part de toute la population de l'Empire, la plus distinguée et noble et la plus puissante, vous l'avez faite partout dans son ensemble citoyenne. L'autre sujette et administrée. Ni mer ni distance terrestre n'exclut de la citoyenneté, et entre l'Asie et l'Europe, il n'y a pas de différence sur ce point. Tout est mis à la portée de tous. Nul n'est étranger s'il mérite une charge ou la confiance. » Cette diffusion de la citoyenneté est quelque chose de nouveau. Elle apparaît pour la première fois avec Jules César. Elle s'est surtout renforcée avec l'empereur Claude, donc en gros milieu du 1er siècle, dans les années 40-50 après Jésus-Christ.
elle a pu parfois susciter des résistances de la part notamment des sénateurs. Ainsi, Sénèque se moque de Claude. Il dit mais par Hercule, dit-elle, donc Clotho, il s'agit de la parque qui assure la durée de vie, je voulais accorder encore un tout petit peu de temps à ce grand homme, pourvu qu'il fît don du droit de cité au tout petit nombre de ceux qui ne l'ont pas encore. Car il s'était promis de voir en toge tous les Grecs, les Gaulois, les Espagnols et les Bretons. Donc cette politique a été développée essentiellement à partir de Claude, mais ça a été par la suite un aspect constant de la politique impériale jusqu'à ce fameux édit de Caracalla en 212 qu'il accordait à tous les hommes libres de l'Empire. La diffusion de la citoyenneté nécessitait bien sûr quelques conditions, et il fallait notamment bien posséder la langue latine. Suétone nous rapporte quelques petites anecdotes. Il nous dit que Claude, toujours le même, raya de la liste des juges et renvoya à sa condition de pérégrin, c'est-à-dire de sujet, enfin d'étranger, un personnage de rang équestre, donc quelqu'un de très riche, qui comptait parmi les notables de la province de Grèce, mais qui ignorait la langue latine. Donc la maîtrise de la langue latine, c'est une condition indispensable, hein, parce qu'elle suppose aussi l'acquisition d'une certaine culture liée à la romanité. Les Romains ont développé par ailleurs plusieurs moyens pour accéder à la citoyenneté. On pouvait accéder à la citoyenneté pour services rendus. Par exemple, Pline le Jeune demande à Trajan de faire citoyen son médecin Hippocrate, parce qu'il l'a particulièrement bien soigné, alors qu'il était très malade. Mais bon, ça n'a pas été une des voies principales. Les voies principales pour accéder à la citoyenneté romaine, il y en a eu principalement deux. La première, c'est le service militaire. À côté des légionnaires, qui étaient des citoyens romains, étaient toujours endivisionnés des pérégrins, donc des sujets de l'Empire, dans des cohortes d'auxiliaires. Et quand ces gens-là avaient terminé leur service, soit 25 ou 26 ans de service, et qu'ils s'étaient bien conduits, on leur délivrait un diplôme, hein, l'honesta missio, donc je me suis bien conduit, j'ai un diplôme d'honnêteté dans ma mission, et cela leur permettait d'acquérir la citoyenneté romaine. Alors on dispose d'une quantité de diplômes que l'on appelle des diplômes de documents, qu'on appelle des diplômes militaires, qui sont en fait des copies données aux soldats de lois donc, qui établissaient qu'en vertu de leur mérite, du fait qu'ils avaient accompli leur service, etc., ils recevaient la citoyenneté romaine. Donc l'armée a été un puissant facteur d'intégration. Mais un autre moyen qui a aussi largement fonctionné, ça a été la promotion de collectivités indigènes, de cités indigènes, à des statuts romains, parce que l'empereur estimait qu'elles avaient été atteintes à un certain degré de romanisation, et que donc elles pouvaient prétendre à ce statut. C'est le cas, par exemple, de la cité de Volubilis au Maroc, donc qui a été promue par Claude au statut de municipe romain. Donc on a une inscription, hein, ainsi, donc le municipe de Volubilis, après avoir obtenu la citoyenneté romaine et une remise des impôts, parfois il y avait quelques privilèges avec, a offert cette statue par décret des décurions, donc en l'honneur de Claude. Cette droit de cité pouvait être aussi parfois obtenu par achat. Hein, on en a aussi quelques témoignages. Alors, l'obtention de la citoyenneté romaine était considérée comme un privilège. Elle permettait donc d'entrer dans la communauté romaine. Elle se manifestait d'abord par un changement de nom. Quand on devenait citoyen, on devait adopter la nomenclature romaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle les trianomina, un prénom, un nom de famille, gentilis, et un surnom. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on observe que dans ce changement de nom, les nouveaux citoyens ne renonçaient pas à leur identité précédente forcément. Souvent, soit ils romanisaient, ils latinisaient leur ancien nom,
soit il prenait comme nom gentilis le nom de l'empereur qui avait accordé la citoyenneté, et puis il latinisait leur ancien nom de famille qui devenait leur surnom. Ainsi, ils ne rompaient pas avec leur identité précédente. Cette citoyenneté, elle conférait un certain nombre de droits qui en faisaient quelque chose de très attirant. Elle conférait des droits en matière de règlement d'affaires familiales, donc de droits de mariage, de droits de succession, etc., qui apparaissaient assez intéressants. Elle conférait surtout des droits politiques. La citoyenneté romaine, pour peu qu'on fût un peu aisé, était la condition sine qua non pour parvenir au sommet de la société. La société romaine était une société d'ordre, et pour monter dans la société, il fallait donc répondre à certains critères de sens, c'est-à-dire de fortune. Mais on ne pouvait pas y prétendre de toute façon si on n'était pas citoyen romain. Et l'obtention de la citoyenneté romaine de provinciaux a permis leur ascension dans les ordres donc dits privilégiés et les ordres dirigeants de l'Empire, c'est-à-dire l'ordre équestre et l'ordre sénatorial. Et on estime qu'au milieu du IIe siècle, à l'époque où écrit Aristide, la moitié du Sénat, qui comptait 600 personnes et qui représentait donc tous les dirigeants, on va dire, de l'Empire, était composé de provinciaux dont les familles avaient ainsi grimpé les échelons. Et c'est cette acquisition des droits politiques, d'ailleurs, que réclamaient les notables gaulois et que leur a accordé le même Claude, toujours, dans ce document que l'on peut voir au musée de Lyon, qui s'appelle la table claudienne de Lyon. La citoyenneté romaine conférait aussi aux nouveaux citoyens des privilèges judiciaires qui étaient très importants. C'était par exemple le fait de ne pas être soumis à la question, de ne pas être torturé quand on était condamné à quelque chose. Et cela est très bien exprimé par les Actes des Apôtres qui racontent donc la vie de Paul, de l'apôtre Paul. Paul était un trublion puisqu'il prêchait l'évangile et puis souvent il se heurtait aux Juifs qui étaient très mécontents de l'entendre prêcher. Et un jour, son prêche suscite une émeute chez les Juifs, donc si bien que le tribun intervient et il le fait mettre au fer, il le fait attacher parce qu'il suscite des troubles. Et puis il lui demande qui il est. Alors Paul lui dit « Je suis juif, mais je suis citoyen de la cité de Tarse. Et puis je suis citoyen romain. » Alors là, le tribun est affolé parce qu'il a attaché Paul. Alors il s'empresse de le délier parce que le citoyen romain doit être bien traité. Il ne peut pas être mis au fer comme ça, n'importe comment. Et toujours Paul, ensuite, sa qualité de citoyen romain lui permet, alors que le procurateur veut le faire juger par les autorités juives, ce qui évidemment n'était pas très bon pour lui, eh bien, lui permet d'en appeler à l'empereur. Il dit non, non, moi je suis citoyen romain, j'en appelle à l'empereur, et donc s'ensuit pour lui un long voyage qui l'emmène jusqu'à Rome. Donc, ces privilèges des citoyens romains qui deviennent donc de plus en plus nombreux, qui sont assez largement donc accordés, tout cela a eu d'importantes conséquences. Une de ces conséquences, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que tout le monde, et que dit Aristide, tout le monde, pourvu qu'il ait quelques mérites, peut être appelé à gouverner. Et cela renvoie à ce phénomène de l'ascension des provinciaux via l'obtention de la citoyenneté romaine dans les ordres dirigeants de la société. La diffusion de la citoyenneté a aussi renforcé l'adhésion aux valeurs civiques et urbaines, notamment par un processus que l'on a appelé le processus de capillarité. Ainsi, par exemple, les soldats auxiliaires qui recevaient la citoyenneté à la sortie de leur service, souvent restaient s'établir sur les frontières. Et ils ont ainsi contribué donc, à répandre donc, à romaniser, si on peut dire, ces frontières de Rome qui étaient au contact donc, des barbares. Cette diffusion de la citoyenneté, surtout, elle a contribué à créer un sentiment de loyalisme vis-à-vis de l'empereur et de l'Empire,
elle a contribué aussi à créer le sentiment d'appartenance à une large communauté, ce que nous dit aussi Aristide. Hein, c'est pourquoi vos sujets s'accrochent tous solidement et n'auraient pas plus l'idée de faire défection que les passagers d'un navire ne quitteraient leur pilote. Et même, donc, ils rendent des honneurs à l'empereur sous différentes formes. C'est ce qu'on a appelé donc le culte impérial. Et cette diffusion de la citoyenneté a aussi pour lui créé une démocratie commune à la terre, instituée sous l'autorité unique du meilleur gouvernant et ordonnateur. Tous convergent vers une commune agora pour obtenir chacun ce qu'il mérite. Cette diffusion de la citoyenneté, elle a constitué donc pour beaucoup de provinciaux un idéal d'autant plus souhaité que, comme le montre le cas de Paul, elle n'était pas exclusive de ses autres appartenances. Paul était tout à la fois juif, citoyen de Tarse, cité pour laquelle il avait visiblement une certaine admiration, et citoyen romain. Et c'est sans doute cette conception juridique de la citoyenneté qui mérite attention, parce qu'elle a permis de concilier la grande diversité de l'Empire, qui était peuplé effectivement de gens de cultures très différentes, avec une notion d'universalité. Donc l'Empire a été un progrès pour Aristide parce qu'il a permis cette diffusion de la citoyenneté et il a permis de se reconnaître dans une appartenance commune. Il a été un progrès aussi parce qu'il a favorisé l'épanouissement de cette forme de vie que les anciens considéraient comme supérieure, qui est la vie dans la cité. Il nous dit, on peut opposer donc là où il y avait des cités, les Romains les ont laissées, mais ailleurs, là où il y avait des peuplades, une cité se trouve là aujourd'hui. On pourrait dire en fait que ceux-là, donc les empires précédents, ont régné en quelque sorte sur le désert et sur des garnisons, tandis que vous seuls gouvernez des cités. Alors, il cite quelques cités particulièrement remarquables, et puis il explique un petit peu comment a procédé l'autorité romaine. Au meilleur des Grecs, vous laissez la liberté et l'autonomie, le droit de se gouverner selon son droit, et vous guidez les autres de manière mesurée, avec beaucoup de ménagement et de sollicitude. Quant aux barbares, vous les éduquez doucement ou rudement, suivant la nature de chaque peuple. Alors, c'est assez amusant parce que ce qu'il dit là renvoie à un autre témoignage qui est celui de Tacite. Tacite a écrit la vie de son beau-père qui s'appelait Agricola, qui a été gouverneur de Bretagne. Et dans cette vie d'Agricola, eh bien, il ne nous dit finalement pas autre chose. Tacite nous dit, voilà que pendant l'hiver, Agricola, l'hiver fut consacré à la mise en œuvre d'initiatives très salutaires pour des gens disséminés et incultes, et d'autant plus portés à faire la guerre. Agricola voulait les habituer à vivre paisiblement et à occuper agréablement le temps libre. Il les y invitait individuellement. Il aidait les collectivités à édifier des temples, à aménager des places publiques, à construire de vraies maisons. Il félicitait les plus zélés et réprimandait ceux qui l'étaient moins. Et il ajoute ensuite, il faisait initier les enfants des notables aux arts libéraux. Et puis ensuite, donc, tout le monde s'est mis à porter la toge. Donc cette impulsion dans la fondation des cités a pu venir des gouverneurs. Elle a souvent été aussi accompagnée par les notables. Alors, Rome, là où il y avait des cités qui existaient, notamment déjà en grand nombre, comme en Asie mineure, en Grèce, dans le sud de l'Espagne et dans l'Afrique du Nord, les a laissés se développer. Mais partout où la cité n'existait pas, eh bien, elle en a créé comme cellule de base de l'administration de l'Empire et comme cadre essentiel à la vie des populations. C'est ainsi que la Gaule chevelue, conquise par César, presque notre France actuelle, a été divisée en une soixantaine de cités, donc vous voyez représentées là, soixantaine de cités qui correspondaient plus ou moins au peuple gaulois. Alors ces cités, c'était à la fois donc c'était des territoires ruraux, vous voyez qu'elles peuvent être quand même assez étendues, qui s'administraient
eux-mêmes à partir d'un chef-lieu, donc d'une ville. Et ces cités, elles ont constitué la base du monde romain, le cadre structurant et familier dans l'univers le plus quotidien des habitants. Elles étaient assez autonomes dans la façon de s'administrer, et ceci est aussi un caractère assez original de l'Empire, c'est que l'Empire finalement n'a pas été seulement un pouvoir unitaire rayonnant du centre Rome vers la périphérie, les provinces, mais aussi un ensemble composite et décentralisé, constitué d'autant de relations bilatérales avec le centre finalement qu'il y avait deux cités. Alors cette création de cités s'est accompagnée d'un phénomène d'urbanisation et elle a eu d'importantes conséquences. Elle a d'abord puissamment contribué à l'uniformisation du paysage urbain à travers tout l'Empire. J'ai pris ici deux exemples. Vous avez ici donc le plan d'une colonie, Timgad, qui a été fondée par Trajan dans les années 100 en Afrique du Nord. Et vous avez ici le plan de Vesuna, chef-lieu de la cité des Pétrucores. C'est aujourd'hui la ville de Périgueux, qui n'est donc pas très loin d'ici. Et vous voyez que ces cités, vous avez ici donc le forum de Lepsis Magna en Afrique du Nord, vous voyez que ces cités, elles présentent toutes des points communs. Elles sont toutes organisées selon une trame de rues orthogonales. Vous la retrouvez ici, au long de deux axes principaux, au centre desquels se trouve le cœur de la vie publique, le forum, ici à Timgad, ici à Périgueux. Ces cités comportent toutes des équipements nécessaires au bien-être de la civilisation et caractéristiques du mode de vie à la romaine. Il s'agit du théâtre ici, de plusieurs thermes à Timgad, donc qui sont à la périphérie, que l'on retrouve aussi à Périgueux. Vous avez des thermes ici et un amphithéâtre ici. Elles sont toutes organisées donc autour de ce centre monumental qu'est le forum. Donc ces cités ont contribué, donc la création de ces cités a contribué à l'uniformisation du paysage urbain et au phénomène général de la romanisation, notamment par l'activité des élites qui étaient souvent les pourvoyeuses de ces monuments. Selon un phénomène qui a été un des puissants ressorts aussi de la cohésion de l'Empire et qu'on appelle l'évergétisme. C'est-à-dire que l'évergétisme, c'est un phénomène à la fois économique, politique et social par lequel donc, des individus, souvent donc, les notables des cités, qu'on appelle les évergètes, manifestaient leur générosité vis-à-vis de leur communauté en payant de leurs deniers, sonnant et trébuchant, les équipements donc, ou une partie des équipements de la cité, ce qui contribuait en retour à la gloire et au prestige de leur famille. Ainsi, par exemple, à Périgueux, on a plusieurs familles, 2-3 familles qu'on connaît par les inscriptions, qui ont construit donc de leurs deniers les thermes qui sont ici, le temple de tutelle, qui était la divinité protectrice de la cité avec son sanctuaire, qui était parmi les plus riches, mais on a aussi l'exemple assez intéressant d'un certain Marius, qui était un citoyen de fraîche date et qui a célébré sa naturalisation en établissant dans la ville tout un réseau de fontaines. Et donc tous ces gens participaient ainsi à la romanisation du cadre de vie. Donc l'Empire a été pour Aristide un progrès dans la mesure où, en plus de son gouvernement excellent, de son attitude vis-à-vis des populations conquises, il a favorisé partout cette forme de vie que les anciens jugeaient supérieure et qui était donc la forme de vie urbaine, la forme de vie en cité. Et on peut d'ailleurs remarquer aujourd'hui que dans notre pays, par exemple, le réseau urbain est quasiment partout l'héritier du réseau des cités établies par les Romains. Mais pour Aristide, l'Empire a aussi été un progrès parce qu'il a favorisé l'établissement d'un espace économique intégré, organisé, nous dit-il, comme une seule maison, et dans lequel hommes et marchandises circulent librement.
il nous dit « Quant au dicton selon lequel la terre est mère de tous les êtres et la patrie commune à tous », vous l'avez démontré mieux que personne. Il y a des inflexions qu'on a pu entendre récemment. En tout cas, aujourd'hui, il est loisible aux Grecs comme aux barbares, avec ou sans bagage, de se rendre facilement où ils veulent, absolument comme s'ils allaient d'une patrie à l'autre. Dans l'Empire, il y a une liberté de circulation presque totale, à l'exception de la province d'Égypte, qui est un domaine réservé de l'empereur et où on ne peut pas aller sans autorisation. La formule d'Homère, selon laquelle la terre est un bien commun pour tous, c'est vous qui en avez fait une réalité. En mesurant la totalité du monde habité, il y a eu beaucoup d'exploration et de mensuration, en jetant des ponts de toutes sortes sur les fleuves, en taillant les montagnes pour les rendre carrossables, en remplissant les déserts de lieux de halte, et en instaurant partout le mode de vie et l'ordre de la civilisation. Donc l'Empire a favorisé la liberté de circulation, aussi en construisant donc des infrastructures qui permettaient de se rendre assez facilement d'un endroit à l'autre, et cela a permis donc à Rome de devenir en quelque sorte la capitale économique du monde romain. De chaque terre et de chaque mer, on apporte tout ce que font pousser les saisons et tout ce que produisent les différents terroirs. Tel est le nombre de cargos qui arrivent, apportant toutes les marchandises de toute provenance, que la cité ressemble à un centre commun de toute la terre. De fait, il se trouve que dans les dires d'Aristide sont aujourd'hui largement confirmés par toutes les recherches qui peuvent avoir lieu en histoire économique antique. Il est sûr que le retour de la paix, la maîtrise des voies de communication, la présence d'infrastructures, la liberté de circulation ont favorisé le développement des échanges. Mais ces échanges ont été aussi largement favorisés par la mise en place par Auguste, notamment dans toute la partie occidentale, d'une sorte de l'euro avant l'heure. Auguste avait progressivement éliminé toutes les monnaies des cités et il a créé un système monétaire unique basé sur le denier qui a fonctionné dans tout l'Occident. En Orient, comme les cités étaient plus anciennes et souvent prestigieuses, elles ont souvent pu garder leur monnayage, mais Auguste avait établi donc ces monnayages avaient établi donc des systèmes de conversion assez faciles qui permettaient donc une circulation, enfin des transactions assez aisées. Ce développement d'une économie intégrée a été aussi favorisé par une large monétarisation de l'économie. Il y avait des toutes petites monnaies, ce qui prouve que dans cet empire, on allait acheter son pain, il n'y a pas de troc, on allait acheter son pain en payant avec des petits as sonnants et trébuchants. La nécessité d'approvisionner Rome et plusieurs grosses villes a aussi été un facteur de stimulation. Rome, à l'époque, comptait à peu près 1 million d'habitants et il y avait dans l'Empire plusieurs villes comme Alexandrie, Carthage, Antioche, qui en comptaient quelques centaines de milliers. Et on n'a pas retrouvé par la suite de tel niveau d'urbanisation et de population avant le début du XIXe siècle. Et donc, il fallait bien nourrir tous ces gens, et la nécessité d'approvisionner particulièrement Rome, mais aussi les armées qui stationnaient le long du Danube, ont constitué des stimulants puissants. Alors tout cela a créé une croissance qui a d'abord été agricole. Certaines régions, comme la Bétique, ici, la Bétique, l'Afrique du Nord, la Grèce, ont développé des cultures spécialisées destinées à l'exportation. Tout ce développement a suscité aussi la croissance d'activités connexes qui sont assez bien connues aujourd'hui, notamment des activités céramiques. Tous ces produits qui utilisaient aussi largement les voies fluviales, comme on le voit ici, tous ces produits étaient transportés donc dans des amphores, et ces amphores, il fallait bien les fabriquer, et ces amphores étaient fabriqués en énorme quantité. À Rome, il y a une colline qu'on appelle le Testaccio, qui comptait plus de 53 millions c'est une colline artificielle, et on estime qu'il y avait 53 millions d'amphores qui avaient été entreposés dans cette colline. Ce développement donc des activités agricoles, des activités céramiques, du commerce, a eu plusieurs conséquences. D'une part, on observe une augmentation du niveau de vie
avec l'existence d'une part assez significative de foyers qui vivaient sans doute au-dessus du seuil de subsistance, et l'archéologie montre partout une amélioration du régime alimentaire. Les études qui ont pu être faites, notamment sur des nécropoles, particulièrement en Germanie, montrent aussi que les romano-germains se portaient plutôt bien. Globalement, ils étaient plus grands que les Allemands du début du XIXe siècle. C'est là-dessus que je terminerai. Ce développement des échanges et de l'économie en général, en lien avec les possibilités de promotion juridique, il faut bien lier les deux, ont finalement abouti à l'avènement d'une société relativement ouverte, où les possibilités de mobilité sociale sur quelques générations n'étaient pas un vain mot. On peut voir sur ce schéma donc comment, par des mariages, différents citoyens d'origine italienne implantés en Espagne, alliés à des notables locaux, qui étaient investis, qui faisaient du commerce, qui produisaient des amphores, qui faisaient du commerce du vin, ont pu, donc, en un siècle, donner à Rome un personnage donc, qui a été un des principaux collaborateurs de l'empereur Antonin et qui était un personnage très puissant et respecté. Mais cela, ça a pu se faire aussi à un moindre échelon, et je terminerai juste en vous lisant cette épitaphe que je trouve assez aussi émouvante de ce petit paysan d'une petite cité Mactar d'Afrique du Nord qui nous dit ceci. « Je suis né d'une famille pauvre. Depuis le jour de ma naissance, j'ai toujours cultivé mon champ. Lorsque revenait l'époque de l'année où les moissons étaient mûres, j'étais le premier à couper mes chaumes. Lorsque passaient dans les campagnes des groupes de moissonneurs qui vont se louer autour de Cirta, c'est Constantine aujourd'hui, alors j'étais le premier à moissonner mon champ, et puis j'allais m'embaucher donc dans ces pays, quittant mon pays, et j'ai pendant 12 ans moissonné pour autrui sous un soleil de feu. Pendant 11 ans, j'ai commandé une équipe de moissonneurs. À force de travailler, ayant su me contenter de peu, je suis enfin devenu propriétaire d'une maison en ville, une domus urbaine, et d'un domaine agricole. Je fus appelé à siéger au Sénat de ma cité. Grâce à cela, j'ai pu rendre service à ma cité. Et de petits paysans, je devins censeur, c'est-à-dire le magistrat de la cité qui contrôle l'ensemble des décurions et qui joue un rôle prépondérant dans l'administration de sa petite ville. Et ce document, que je trouve personnellement assez émouvant, exprime toute la dignité de ce petit paysan qu'il a tiré de son travail et qui lui a permis à la fois d'améliorer sa situation personnelle et aussi de rendre service à sa petite patrie, satisfaisant ainsi l'idéal civique si profondément enraciné dans ce monde romain. Alors, pour conclure, je voudrais donc terminer sur 2 idées. Si il est bien évident que l'Antiquité n'a pas développé la notion de progrès comme les penseurs du XVIIIe, du XIXe et du XXe siècle, elle a au moins développé 2 idées qui me semblent essentielles. D'une part, que le progrès scientifique et technique, les inventions, ne sont pas forcément bonnes en elles-mêmes. Et d'autre part, l'idée qui me paraît un peu importante, c'est que les progrès, selon les anciens, qui permettent la marche en avant, qui permettent la marche en avant des humains, relèvent à leurs yeux de l'organisation politique, de la capacité à organiser la collectivité et des rapports des citoyens avec le pouvoir et ses représentants. Aux yeux d'Aristide et de beaucoup d'hommes de son temps, c'est parce que les Romains ont imposé la paix, parce qu'ils ont inventé la science du gouvernement et promu un système d'administration à la fois souple et efficace, reposant sur ces infrastructures essentielles que sont les cités, que les échanges donc, ont pu se développer et que ce que nous appelons, entre guillemets, le progrès social a pu suivre. Mais finalement, il y a dans cette pensée d'Aristide, je dirais presque une inversion des valeurs par rapport à ce que les penseurs du XVIIIe et du XIXe siècle ont pu proposer. Pour les anciens, c'est d'abord par l'excellence, par le projet, je pourrais dire par la politique, par l'organisation sociale que se fait le progrès, et c'est celui-là qui entraîne tout le reste. Je vous remercie.
peu dépassé. Un peu dépassé.